Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Samedi, soyez au rendez-vous de notre direct foot. À 17 h, Sarreguemines va affronter Saint-Louis-Neuwijk. Le sommaire de cette édition, c'est maintenant. Festividé, une équipe au service de la fête. Festividé, des idées toutes faites. Bonjour à tous. Désamour au sein du golfe de Sarreguemines et dissolution de l'association sportive. Stationnement à Sarreguemines, 2 parkings pour un déficit d'exploitation. Il y a 70 ans, c'était la libération de Sarreguemines. Jean-Claude Larcher, patrologue et théologien orthodoxe, revient sur son parcours et sa vie dans son livre « Paul de Serbie, un saint de notre temps ». Kubik fait son Noël, l'étoile montante de Saralbe, Erza, chante « All I Want for Christmas ». 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain la météo prévoit un week-end clément même s'il commence sous la pluie pour demain matin. Les éclaircies finiront par arriver en début d'après-midi. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales également. Demain samedi 13 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Lucie. Le soleil nous accompagnera de 8 h 12 à 16 h 33. Dans notre séquence J'aime ma vie, nous vous emmenons à la rencontre de Sylvie Prévost, qui est comblée de bonheur par ses 3 petits-enfants. Bon week-end à tous et à demain. Tiens, allez go! Ce qui m'apporte beaucoup de bonheur dans la vie, c'est aujourd'hui, d'abord c'est déjà mes enfants, ensuite c'est les petits-enfants à qui on porte beaucoup d'amour. Je crois que c'est encore plus beau que ses propres enfants, les petits-enfants. Et ça ramène plein de belles choses dans la vie, des câlins, des bisous, hein, ma chérie, hein, que maintenant nos enfants ne nous en donnent plus tellement, quoi. C'est les enfants les petits-enfants qui nous remplacent, quoi. Regarde. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Des amours au sein du golfe de Sarreguemines et dissolution de l'association sportive. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors pourquoi cette dissolution, Julia? Alors je vais peut-être juste resituer un tout petit peu le contexte pour bien comprendre la situation. Ce golf, c'est un club qui est dirigé par Patrice Auer et ce club héberge, ou plutôt hébergeait 2 associations. Il y a d'un côté l'association de l'école de golf, de ce côté-là, pas de souci, elle tourne bien, elle continue dans sa lancée. La seconde, c'était, puisqu'elle vient d'être dissoute, l'association sportive du golf de Sarreguemines-Roulin. Elle était composée essentiellement d'Allemands et parmi eux s'était formé un petit groupe qui voulait plus de pouvoir au niveau de l'organisation du club. Alors qui est Patrice Auer, le repreneur du golf? Il a 60 ans, il habite Villeurwald, il s'est installé en tant que chirurgien dentiste depuis 1978. C'est un passionné de golf, il pratique ce sport depuis 27 ans. À l'origine, à la création du golf de Sarreguemines, il a fait partie des tout premiers membres et il a donc repris le golf de Sarreguemines en mars 2013 pour un montant d'1 million d'euros et depuis, il a réalisé plus de 300 000 euros d'investissement. Alors pour assurer la continuité du fonctionnement du golf, Patrice Auer veut lancer une nouvelle association, mais pas n'importe laquelle. On l'écoute. On va recréer une association sportive qui sera non seulement française, mais elle sera franco-allemande. Donc j'espère bien que nos amis allemands participeront aussi au comité de cette association pour pouvoir organiser les compétitions comme auparavant. Alors stationnement à Sarreguemines, 2 parkings et un déficit d'exploitation. Alors pour bien comprendre la situation, on va d'abord regarder le reportage de Jean Berkel. Pour le parking du Moulin, les recettes sont en hausse de 3,51% par rapport à 2012. Le résultat d'exploitation présente un excédent de 59 685 € contre 45 323 € en 2012. Hausse d'un côté, baisse de l'autre. Le parking du Carré Louvain n'a pas encore pansé ses plaies, si bien que la fréquentation continue de baisser. Si au quotidien, elle avoisine 649 véhicules par jour en 2014, les recettes réelles se situent à moins 66,5% des recettes prévisionnelles. Et pour cause, 131 places sont toujours neutralisées sur les 256 existantes.
Alors on va peut-être rappeler d'abord à qui appartient le parking du Carré Louvain et pourquoi les travaux n'avancent pas. Alors il appartient à la ville de Sarreguemines. Il y a des gros problèmes de malfaçon depuis le début et c'est un imbroglio judiciaire. Il y a 70 ans, à la libération de Sarreguemines, nous écoutons d'abord Marcel Albe nous relater une journée pas comme les autres. J'ai marché le long de la route, mais plutôt dans le fossé, parce que les Allemands de l'autre côté de la Sarre tiraient. La carrière proprement dite n'a pu être évacuée que vers le Noël, c'est-à-dire 20 jours plus tard, parce que les Américains sont venus à Sarreguemines même. Ils ont libéré la rive droite 2 jours après, et entre Sarreguemines et Grosse-Blie, c'était une sorte de no man's land, parce que Grosse-Blie n'a été libérée que le 17 février. Alors Sarreguemines a été libérée du 4 au 10 décembre. La carrière l'a été par la suite. Alors où était cette carrière et combien de personnes y étaient réfugiées? Alors cette carrière dont il parle, c'est la carrière de Velfordin et elle avait servi de refuge à plus de 3000 personnes. La gare de TGV se fera peut-être, mais grâce au vote des Lorrains. Alors, je suis un électeur lorrain. Julia, quels sont les avantages de cette gare qui devrait se construire à Vendières? Le vrai avantage de Vendières, c'est de ne pas être simplement une gare TGV, mais d'être une gare d'interconnexion et donc accessible. Tout le monde pourra y aller en train à travers le réseau TER. Toi qui voyages beaucoup, tu y vois donc des avantages? Évidemment. Alors, y a-t-il des inconvénients aussi? Bon, l'inconvénient, je dirais qu'elle n'est pas encore construite. Ouais. Si on est Mosellan-Chauvin, il y a éventuellement l'inconvénient qu'elle est en Meurthe-et-Moselle. C'est un projet qui est dans les cartons et qui devrait se faire. Beaucoup de choses ont déjà été mises en route. À Vendières, il y a déjà des investissements qui ont été faits, notamment par FFF. Alors, pour continuer, une info allemande, peut-être d'abord rappeler quand même ce que peut devenir Louvigny dans ce cas-là. Alors, tout va dépendre du vote qui est proposé dans chaque mairie à tous les électeurs lorrains le 1er février 2015. Si le non l'emporte, la question ne se pose pas, Vendières ne se fera pas et Louvigny restera en l'état. Si le oui l'emporte, Louvigny sera transformé en gare de fret TGV parce que la question qui va être posée aux Lorrains, c'est la gare d'interconnexion TGV-TER de Vendières, dont la construction a été reconnue d'utilité publique en 2011 par décret, peut être réalisée sans être supportée par une contribution nouvelle des collectivités publiques. Compte tenu de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous que le Conseil régional de Lorraine puisse s'engager dans sa réalisation et dans la transformation de Louvigny en gare de fret TGV? D'accord, et ce vote devrait avoir lieu en début d'année? 1er février 2015 dans toutes les mairies. Très bien. Une info allemande? Seule candidate, Angela Merkel, a été réélue mardi à la tête de la CDU avec 96,72% des voix. C'est la 8e fois et ce n'est pas son meilleur score. En 2012, elle avait obtenu 97,94% des voix. Et les Allemands l'appellent la Mutter, hein, absolument. La maman. Et un événement à venir? La date approche, c'est bientôt Noël. Donc la semaine prochaine, on va beaucoup parler des marchés de Noël et des animations à Sarreguemines, à Sarralbe. Et puis on fera un focus aussi sur les marionnettes de Macadam Théâtre. Très bien. Merci Julia. Bon week-end à tous. Et on écoute quelques messages de nos commerçants. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le Musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. Dimanche 14 décembre, Radio Lutin annonce la disparition du Père Noël. Les lutins partent alors à sa recherche. Le Père Noël a disparu, un spectacle enchanteur pour petits et grands. Billetterie à l'Office de tourisme. When they joined, when we were
un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur gamme de pains et pâtisseries. Tous nos pains sont au levain naturel. La baguette tradition française est élaborée avec de la farine Label Rouge. C'est aussi un maître boulanger au savoir-faire des Compagnons du Devoir, primé au concours national des meilleurs jeunes entrepreneurs en boulangerie-pâtisserie. Laissez-vous tenter par des pâtisseries traditionnelles ou originales pour réussir vos fêtes. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine. Toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Racontez aujourd'hui. Je pense que, en tout premier lieu, vu qu'on a vu toutes ces images déjà Et ne manquez pas notre rendez-vous sportif à 17h en direct. Nous serons en Alsace où le Sarreguemines FC affrontera Saint-Louis-Neuweg. Tout à fait. Oula, non, attention, il n'a pas décidé qui sort, il laisse frapper. Oui. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Rien de tel que le temps de l'Avent pour évoquer le patriarche Paul de Serbie. L'amour qu'il portait au prochain en fait un personnage vénéré. Jean-Claude Larcher, patrologue et théologien orthodoxe, revient sur son parcours et sa vie dans son livre Paul de Serbie, un saint de notre temps. C'est à suivre dans Entre les lignes et c'est animé par Marianne Gabriel. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Il est habité par les grandes questions sur le sens de l'existence humaine depuis son enfance. À 22 ans, Jean-Claude Larcher entre dans l'église orthodoxe, séduit par sa fidélité à l'esprit du christianisme des origines et sa grande spiritualité. Il enseigne à la théologie et la philosophie pendant près de 35 ans. Aujourd'hui, Jean-Claude Larcher consacre son temps à l'écriture et aux conférences qu'il donne en France et surtout à l'étranger, en rapport avec son œuvre publiée en 15 langues dans 18 pays. Ses écrits et livres sont animés par le souci de répondre aux questions éthiques, spirituelles, en puisant dans la riche tradition orthodoxe. Jean-Claude Larcher est actuellement considéré comme l'un des principaux théologiens orthodoxes. Son dernier livre retrace la vie du patriarche Paul de Serbie, un saint de notre temps. Bonjour à tous, bienvenue Entre les lignes. Le livre dont il est question aujourd'hui présente la vie et la personnalité d'un homme hors du commun. Il s'agit du patriarche Paul de Serbie. Moine, évêque pendant 30 ans, il est élu à l'âge de 76 ans patriarche de Serbie. À mes côtés, Jean-Claude Larcher, vous êtes l'auteur du livre Le patriarche Paul de Serbie. Un saint de notre temps. Un saint de notre temps. Pourquoi vous êtes-vous penché sur la personnalité de Paul de Serbie? Alors c'est parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est vraiment quelqu'un qui est hors du commun et surtout en tant que patriarche. Bon, un patriarche, c'est le primat d'une église et c'est un personnage important. Il, évidemment, a une représentativité auprès du gouvernement et parfois une représentativité internationale. C'est quelqu'un qui est amené à gérer non seulement les affaires de l'Église, mais souvent les relations entre l'Église et l'État et d'autres problèmes sociétaux. Et ce qui a vraiment caractérisé le patriarche Paul à partir du moment de son élection, c'est qu'il a exercé sa fonction en restant le moine qu'il avait toujours été, y compris pendant les 33 années où il avait été évêque. C'est quelqu'un qui vivait de manière très simple, très pauvre, et il a su garder pendant tout le temps de son patriarcat à la fois la rigueur de la pratique spirituelle qui est celle d'un moine, et aussi cette simplicité, cette pauvreté, cette modestie, à la fois dans le mode de vie et dans les relations avec les autres, qui avait caractérisé sa vie monastique dès ses premières années. Il n'était pas du tout destiné finalement à devenir prêtre, lui il était plutôt intéressé par les physiques, alors que le catéchisme ne l'intéressait pas beaucoup. Or, un événement est arrivé dans sa vie
qui a bouleversé son destin? C'est tout à fait par hasard que finalement il est allé d'abord faire des études au séminaire parce que tout simplement son père et sa mère sont morts alors qu'il était très jeune et sa tante et sa grand-mère qui l'élevaient ont trouvé le séminaire comme moyen assez simple pour lui et assez peu coûteux d'entreprendre des études. Et comme il était de constitution frêle et fragile, on ne voulait pas le mettre au champ non plus. C'est vrai qu'il est né dans une famille d'agriculteurs et qu'il n'avait pas les moyens physiques pour mener ce train de vie. Et donc, on l'a mis au séminaire. Et au séminaire, il ne s'intéressait pas du tout aux questions religieuses. Il n'avait d'ailleurs pas des bonnes notes en catéchisme. Et c'était la physique et les mathématiques qui le passionnaient. Et cet intérêt pour les matières scientifiques va d'ailleurs le poursuivre assez longtemps, puisque pratiquement jusqu'à l'âge du baccalauréat, il excelle dans ces matières aussi et veut faire des études de médecine. Et il est tourmenté par une question sur la prédestination. Alors, il est tourmenté par toutes sortes de questions, effectivement, dont la foi aurait dû, dès le départ, lui donner la solution, mais il avait cet intérêt, si vous voulez, pour des questions qui n'étaient pas logiques, et notamment celle de la prédestination, c'est-à-dire, il se demandait comment l'homme peut-il à la fois un destin connu par Dieu de toute éternité, et comment peut-il, dans le même temps, rester libre. Et c'est vrai qu'un jour, il a trouvé la solution à ce problème, qui est très, très simple, en fait. C'est que l'homme vit dans une certaine dimension du temps constituée du passé, du présent et de l'avenir, qu'il ne connaît pas son avenir, alors que Dieu vit dans un au-delà du temps, dans une sorte d'éternité qui lui permet non pas de déterminer les choses, mais de les connaître dans leur ensemble. On a l'impression un peu d'entendre parler de mécanique quantique quand on vous écoute. Alors, il y a parfois effectivement des relations, puisque naturellement, certaines théories sur l'espace-temps posent des questions de ce genre et remettent en question la perception subjective du temps que nous avons. Après avoir été évêque pendant 30 ans, il a été élu patriarche de Serbie à l'âge de 76 ans. Et puis pourtant, il continue à vivre comme un simple moine. Était-il vraiment l'homme de la situation ? Il était ce qu'on appelle un outsider. Et il se trouve qu'il a été désigné en vertu d'un processus assez particulier dans l'Église serbe d'élection, qui consiste d'abord à faire élire par l'Assemblée des évêques 3 noms, qui sont ensuite déposés dans une urne et quelqu'un ensuite tire à l'aveugle l'un des 3 noms et c'est lui qui est désigné pour être patriarche. Donc il se trouve que c'est son nom qui est sorti et il avait fait savoir auparavant qu'il ne voudrait pas être patriarche de toute façon, mais il a compris que c'était la volonté de Dieu et donc il l'a accepté comme un service à rendre à son Église et aussi à son pays qui était à ce moment-là dans une situation très difficile. Lorsqu'il fut élu comme primat de l'Église serbe, le patriarche Paul refusa le salaire octroyé pour cette fonction et demanda que lui fût simplement versée la petite pension à laquelle il avait droit comme évêque retraité. Puisque ses besoins restaient modestes, il trouvait encore le moyen de donner en aumône une partie de cette pension. En tant que patriarche, sa sainteté Paul recevait de nombreux cadeaux. Il avait à cœur de les distribuer à bon escient, attendant par exemple, lorsqu'il avait reçu un manteau ou une soutane, de rencontrer un prêtre pauvre pour les lui donner. Le patriarche ne demandait jamais rien pour lui-même, mais avait à cœur de partager tout ce qu'il avait. Et quand il était avec d'autres, il préférait ne pas consommer lui-même ce qu'il n'était pas en état de partager. Soyons des hommes, disait-il. Et son seul programme durant son patriarcat était de suivre l'Évangile. Mon seul programme, c'est l'Évangile, et à la base de l'Évangile, il y a l'amour. Et donc, de ses ennemis. Voilà, il y avait donc une période très difficile pour la Yougoslavie, qui était en guerre à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il a proposé un certain nombre d'attitudes d'une manière, je dirais, graduelle. C'est vrai qu'il a présenté l'amour des ennemis comme étant un idéal du christianisme,
mais savait que cet idéal était très difficile à réaliser pour beaucoup. Et donc, il disait, si vous ne pouvez aimer vos ennemis, faites au moins, appliquez au moins ce précepte de la Bible, ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fasse. Et si vous n'en êtes pas encore capable, eh bien, soyez au moins des hommes, c'est-à-dire ne vous comportez jamais de manière inhumaine. Alors nous le savons, la Serbie était dans une situation politique tendue, avec des turbulences, des conflits ethniques, culturels, religieux. Alors, quelle était la position de Paul de Serbie dans cette Serbie tourmentée ? Dans cette guerre qui a déchiré la Yougoslavie, il a pris toujours le parti des victimes en disant il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes, toutes les victimes subissent des effets tragiques de la guerre et donc méritent notre compassion. Et donc ça a été aussi d'ailleurs une façon dont il a défendu le peuple serbe qui à ce moment-là a été diabolisé dans son entier par les médias occidentaux. Et donc il a défendu surtout cette idée qu'on devait traiter tous les hommes également et qu'en particulier il fallait avoir de la justice dans la façon de traiter chacun et non pas de charger les uns et couvrir les autres. Est-ce qu'il était vénéré déjà comme un saint de son vivant ? Alors, il était très vénéré de son vivant parce que justement, c'était un homme extrêmement simple, extrêmement généreux, plein de compassion et d'amour. Et justement, surtout par ce mode de vie très simple, très humble, très rigoureux aussi dans sa propre vie spirituelle, parce que chaque jour, quel que soit son état de fatigue, qu'il revienne de voyage ou non, il célébrait la liturgie qui durait assez longtemps. Et il se livrait jusqu'à un âge avancé à plusieurs centaines de prosternations chaque soir. Et cette rigueur de son mode de vie religieuse, autant que cette humilité, cette simplicité, cet amour dont il faisait preuve, lui attirait une grande sympathie de la part de tout le monde. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage ? Alors, je crois à la Serbie et au monde ? Alors, je crois que vraiment, la paix heureusement est arrivée dans cette région tourmentée des Balkans. Le patriarche Paul a agi avec les moyens qui étaient les siens, qui étaient des idéaux qu'il a prônés sans relâche. Ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, cette zone vit dans une paix. Chaque nation a pu trouver une indépendance et s'y épanouir. Et le patriarche a laissé tout de même cet héritage d'un témoignage de sainteté que tout le monde actuellement vénère plus encore qu'avant, puisque apparaissent dans les églises des icônes et des fresques qui représentent le patriarche comme un saint. Alors la dernière partie de votre livre est une suite d'anecdotes dans lesquelles on peut mesurer son sens de l'humour aussi et sa grande sagesse. Alors est-ce qu'on connaît aussi sa position vis-à-vis des médias ? Alors il avait effectivement un humour extrêmement fin. Sa position vis-à-vis des médias était, si vous voulez, d'être vraiment lui-même, de toujours se présenter avec cette simplicité, cette humilité. Il a fait évidemment un certain nombre d'interviews. Il y en a une d'ailleurs que je publie dans ce livre où il aborde différents problèmes liés à la société de notre temps, comme le mariage, comme l'égalité entre les hommes et les femmes et d'autres problèmes qui sont discutés. Et on voit qu'il n'aborde pas les choses d'une manière compliquée, intellectuelle, mais là encore en se référant aux valeurs de l'Évangile. Et il se présentait toujours, si vous voulez, avec cette simplicité qui rendait ses interventions extrêmement touchantes et en faisait presque à chaque fois un événement. Ben voilà. Jean-Claude Larcher, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On arrive à la fin de cette émission, il y aurait encore tant de choses à dire. On rappelle qu'on peut trouver votre livre aux éditions de l'Homme. Aux éditions L'Âge d'Homme. L'Âge d'Homme, voilà. Donc, est-ce qu'on le trouve en librairie aussi ? Alors, je pense qu'il faut le commander. C'est une maison d'édition établie depuis longtemps
Testament est très connu, mais on sait que les livres religieux ne se trouvent malheureusement pas dans toutes les librairies, et donc c'est très facile de l'obtenir, soit par Internet, soit en le commandant chez son libraire, soit en s'adressant directement à l'éditeur qui a son siège à Paris et à Lausanne. Merci encore. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, Entre les lignes. Et pour finir, nous passons sur Kubik. Kubik qui fait son Noël. L'étoile montante de Saralb Erza va nous interpréter All I Want for Christmas. Excellent week-end à tous.